C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un témoignage recueilli par notre correspondant à Abidjan. L'homme fait partie des plaignants qui ont porté plainte la semaine dernière à Paris pour torture, assassinat et crimes de guerre contre Guillaume Soro. L'ancien chef rebelle ivoirien est accusé d'avoir commandité la mort de 5 personnes en 2004 et 2011. Le représentant de l'OMS, persona non grata au Burundi, Bujumbura, a ordonné son expulsion d'ici vendredi. L'Organisation mondiale de la santé est accusée par les autorités d'ingérence dans sa gestion de la crise du Covid-19. Une décision qui intervient à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 20 mai prochain. Et puis le secteur de la pêche qui souffre de la crise sanitaire au Sénégal. Notre correspondant s'est rendu dans la ville côtière de Mbour, à une centaine de kilomètres de Dakar. Il a tendu le micro aux pêcheurs qui tentent de s'adapter à la crise liée à la pandémie. La semaine dernière, une plainte pour torture, assassinat et crimes de guerre a été déposée à Paris contre Guillaume Soro et contre X. Les plaignants de nationalité ivoirienne et française accusent l'ancien chef rebelle d'avoir commandité en 2004 et 2011 la mort de 5 personnes, membres ou ex-membres de la rébellion, dont le charismatique Ibrahim Koulibaly. Notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brouk, a rencontré l'un des plaignants. Écoutez son témoignage. C'est une plainte qui revient sur les heures les plus sombres de l'histoire ivoirienne. L'affaire portée devant la justice française concerne la mort de 5 personnes. Le plus célèbre d'entre eux, Ibrahim Koulibaly, dit IB, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion des Forces Nouvelles, est mort en 2011, peu après la chute de Laurent Gbagbo. Les autres décès ont eu lieu à Korogo et Bouaké en 2004. Cet homme est un proche de Kassoum Bamba, exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirigeait à Bouaké. Son corps a été mutilé, et on a coupé sa tête, le cœur, on a enlevé son cœur, on lui a enlevé les parties génitales et ils ont emporté tout ça. Donc il a eu vraiment une des morts les plus atroces. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 ans après les faits, il estime que le moment est propice pour faire la lumière sur ces meurtres. On ne pouvait pas le faire avant, parce que Soro il était Premier ministre. Après, il était le président du Parlement. Et aujourd'hui, comme il est hors du pays, il est en France, nous avons préféré porter plainte en France. Mais pour la défense de l'ex-chef rebelle, les accusations ne tiennent pas debout et visent à discréditer sa candidature à la présidentielle. Cette candidature dérange parce qu'elle est populaire. Et donc, sous des artifices judiciaires, on essaye de discréditer une candidature politique. Cette plainte s'inscrit dans une démarche et dans un calendrier politique. Toutes les accusations qui y figurent nous paraissent calomnieuses, inexactes et, on peut le dire, purement opportunistes. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé plainte contre les plaignants du chef de dénonciation calomnieuse. Il n'y a pas encore eu de procès intenté contre la rébellion Forces Nouvelles. Les parties civiles attendent désormais de savoir si le parquet de Paris jugera leur plainte recevable. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, sachez que les mesures de restriction pour faire face à la pandémie du coronavirus ont été levées à Abidjan. Le Conseil national de sécurité a décidé pour la capitale économique du pays la levée du couvre-feu, la réouverture des bars et restaurants, les discothèques et cinémas restent fermés, ainsi que les frontières. La reprise des écoles est, elle, prévue dès le 25 mai. L'état d'urgence sanitaire est maintenu. Ces restrictions avaient déjà été levées la semaine dernière dans le reste du pays. Les fidèles ont pu retourner prier dans les mosquées au Niger. Les autorités ont autorisé la réouverture des lieux de culte qui étaient fermés depuis plus d'un mois à cause du coronavirus. L'État a procédé à une vaste opération pour désinfecter ces lieux. Notre équipe s'est rendue dans quelques mosquées pour voir comment les mesures de distanciation sociale sont observées. Nos correspondants ont également recueilli les réactions des fidèles. Écoutez. Dans les mois du Ramadan, Allah nous a donné cette occasion. Les mosquées sont de retour parce que nous, les musulmans, c'est ce qu'on attend. Vous voyez, tout le monde est content. Donc, on pense qu'on va continuer à pratiquer, mais tout en observant les mesures d'hygiène dont l'État a vraiment souhaité qu'on fasse. Le représentant de l'OMS au Burundi sera expulsé d'ici vendredi. Une décision de Bujumbura qui accuse l'Organisation mondiale de la santé d'ingérence dans sa gestion de la crise du coronavirus.
un ordre d'expulsion qui intervient en pleine campagne électorale, alors qu'aucune mesure barrière n'est prise lors des meetings. Un triple scrutin législatif, communal et présidentiel se tiendra mercredi prochain. Laurent Berstécher. Surprise par l'annonce de l'expulsion de son équipe, l'Organisation mondiale de la santé demande des explications au Burundi. We are in communication with the government of Burundi to clarify and understand the reasoning behind this decision they have taken. And we are in the meantime then working with the UN system in the country to organize the departure of our staff. Les autorités burundaises avaient déjà tenté d'expulser les représentants de l'OMS en avril, dénonçant l'ingérence de l'organisation dans leur gestion du coronavirus. Elles avaient finalement renoncé avant de revenir à la charge cette semaine et de déclarer 4 experts de l'OMS persona non grata sans donner d'explication. Une décision vivement critiquée, notamment par l'Union africaine et les Nations unies, et qui intervient à quelques jours seulement des élections présidentielles maintenues par les autorités malgré la crise sanitaire. Officiellement, le Burundi, l'un des rares pays de la région à n'avoir appliqué aucune mesure de confinement, n'a recensé que 27 cas de Covid-19. Mais certains médecins accusent les autorités de dissimuler le nombre réel d'infections afin de minimiser l'ampleur de l'épidémie. Au Cameroun, le ministre de la Santé a ordonné la fermeture de la plus grande clinique de Douala pour facturation illégale du traitement du Covid-19, alors qu'il est censé être gratuit. Des accusations rejetées par les responsables de la clinique. Un sitting était prévu devant l'établissement par les médecins du secteur privé, mais il n'a finalement pas eu lieu à cause d'un déploiement important des forces de l'ordre. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. Il est reproché à cette clinique de pratiquer des coûts exorbitants, notamment pour les malades soupçonnés de Covid-19. Exemple, cette facture qui a fait le tour des réseaux sociaux d'un montant de 14 millions de francs CFA, soit un peu plus de 21 500 € adressée à un patient interné pendant 15 jours en soins intensifs. La faute de trop pour le ministère camerounais de la Santé qui martèle que la prise en charge des patients Covid-19 est gratuite et imputable au seul budget de l'État. Quelques jours plus tôt, la même clinique avait déjà défrayé la chronique en exigeant le paiement de la somme de 1 500 € à un patient soupçonné de Covid-19. L'homme décédera quelques heures plus tard d'un accident vasculaire cérébral, selon sa famille. Des accusations de pratiques frauduleuses et mercantiles rejetées par les responsables de la clinique Marie-O, qui bénéficie du soutien du syndicat des médecins exerçant en clientèle privée. Des médecins du privé qui avaient d'ailleurs prévu de manifester pacifiquement contre ce qu'ils considèrent comme étant une décision arbitraire, mais devant la forte mobilisation des forces de l'ordre, l'idée a très vite été abandonnée. On vous parlait en début de semaine des conséquences de la crise sanitaire sur l'économie sénégalaise avec l'exemple du tourisme. On va vous parler aujourd'hui du secteur de la pêche en grande difficulté. Il représente 2% du PIB, mais l'activité des pêcheurs a été réduite notamment à cause du couvre-feu. Dans la ville côtière de Mbour, à une centaine de kilomètres de Dakar, notre correspondant Eliman Dao a pu rencontrer des pêcheurs qui tentent de s'adapter. Beaucoup de monde au quai de pêche de Mbour. Les pêcheurs poursuivent leurs activités comme si de rien n'était. Mais le retour des pirogues, le déchargement des bateaux est beaucoup moins fréquent ces derniers jours. L'activité est réduite à quelques heures durant la journée. Le quai de pêche, dès 15 heures, est fermé et ce, en raison du couvre-feu. Des horaires réduits qui causent de lourdes pertes pour ce pêcheur. On l'écoute. bu fekkee da nga doon am ay 6 000 7 000 8 000 ba 10 000 léegi pour nga am 1 000 francs sa problème la waaw ay 600 700 ay téeméer ngay naan te xam nga loolu yorul borom kër te borom kër nga war a doon responsable xam nga dépasse yëpp tegu sa loxo. Du côté de la transformation du poisson, ici, le même constat. Il y a moins de poissons et donc moins de revenus. Les exportations de produits de la pêche, qui représentent 16% des marchandises qui partent à l'étranger, sont au point mort car les frontières sont fermées. Ce représentant des pêcheurs demande de l'aide. Aujourd'hui, on est tellement impacté. Donc, on fait partie des premiers pêcheurs, des premiers gens comme le transport, comme l'hôtellerie, etc., qu'on doit aider. Le président Macky Sall a décidé de mobiliser un fonds d'urgence pour l'économie, 1000 milliards de francs CFA, 1,5 milliard d'euros. Mais rien ne dit encore pour le moment si le secteur de la pêche pourra en bénéficier.
Au Maroc, le confinement total est encore en vigueur jusqu'au 20 mai. Dans la région centrale de Sousse, des tensions éclatent entre les populations berbères et des bergers nomades à cause du surpâturage mené pendant le confinement. Décryptage de Fatma Ben Hamad de la rédaction des Observateurs. Dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, le confinement dû au Covid-19 a eu des conséquences inattendues. Des troupeaux de moutons pâturent les vergers des villageois, amandiers, figuiers et les fameux arganiers. Et des dromadaires envahissent les villages. Ces bêtes appartiennent à des bergers nomades venant de régions voisines. Selon les villageois amazirs, ces bergers profitent du confinement pour laisser leurs bêtes ravager les champs. الرعاة الرحل يأتون في أغلبهم من المناطق الصحراوية المجاورة لجهة سوس. ها واحد الولد صغير هي واحد الولد صغير. هما بالعاني جاو وسط اللوز ديال الناس. يحدث هذا في الوقت تظل فيه السلطات الأمنية الإقليمية والمحلية متفرجة دون أن تتحرك ولا تتدخل إلا عندما يتحرك المواطنون للدفاع عن ممتلكاتهم ومزروعاتهم. تشمل أشجار الأرغان وأشجار اللوز وجميع المغروسات القابلة للرعي. تتسم سلوكات أولئك الرعاة باستعمال العنف ضد المواطنين الذين يحاولون الدفاع عن ممتلكاتهم، استعمال إجارة، المقلاع، الهراوات، السب والألفاظ العنصرية. منذ ظهور هذا المشكل هناك ضحايا قتيلين جرحى. هو مسؤولية وزارة الفلاحة، هي مطالبة بأن تخلق مناطق رعوية في المناطق الصحراوية التي يفيد منها أولئك الرعاة. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.